Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Canap Sport Club, le podcast du groupe Centre France en période de confinement. La question du jour, la télé a-t-elle trop d'influence, notamment en ce qui concerne les calendriers sportifs? Alors pour en parler, Yannick Borde, journaliste au Journal du Centre. Salut Yannick. Bonjour à tous. Et il y a également Christophe Buron, journaliste à La Montagne. Salut Christophe. Bonjour. Et puis Patrick Pommier, journaliste à La République du Centre. Salut Yannick. Bonjour. Alors je vous propose messieurs de commencer par un rapide tour de table. La télé a-t-elle trop d'influence? On commence avec toi Patrick. Évidemment elle a beaucoup d'influence, mais beaucoup diront de trop, mais c'est elle qui finance quasiment tous les sports professionnels, donc il faut faire avec. Christophe, ton sentiment là-dessus? Mon sentiment, c'est que les clubs doivent réduire cette influence, absolument, pour reprendre un contrôle financier, parce que la crise actuelle va peut-être mettre en exergue les dangers de cette dépendance absolue dans beaucoup de sports. Et Yannick, ton avis sur la question? Il semble évident que les télés aujourd'hui ont une influence qui est considérable. Malgré tout, il y a aussi des explications derrière. Et il ne faut pas la tenir pour seul responsable, je crois. Alors messieurs, on va prendre quelques exemples. Je voulais commencer avec le cas de la Premier League, donc le championnat anglais de football, qui selon la presse britannique reprendrait le premier week-end du mois de mai, donc dans un mois en gros. Un scénario qui selon le Daily Mail pourrait voir le jour sous la pression des diffuseurs qui sont donc BT Sport et Sky Sport. Pour toi Patrick, c'est une situation aberrante ou finalement c'est logique? C'est malheureusement logique. On connaît les droits télé, c'est x10 par rapport à ce qui se passe en France ou dans d'autres pays. Eux, ce qu'ils veulent, c'est absolument terminer pour que les clubs touchent leur argent, un petit peu comme en France. Ils ont imaginé quand même, il reste je crois 92 matchs à faire pour le championnat anglais. Ils ont imaginé de confiner les joueurs dans des hôtels et de les sortir que pour les matchs à huis clos, et comme une formule Coupe du Monde, avec un diffuseur qui diffuse tous les matchs, qui retransmet tous les matchs, une formule vraiment Coupe du Monde. Alors, les matchs en plus sera à huis clos, ça me paraît un petit peu osé. Christophe, on a le sentiment qu'on serait un petit peu dans une situation totalement dingue, quoi. C'est complètement dingue. J'ai vu même qu'en Allemagne aussi, ils envisageaient ces matchs à huis clos. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que quels que soient les sports, il y a une situation d'avant-crise où évidemment l'impact des droits ne sont pas les mêmes selon le foot où ça peut atteindre 80%, le rugby est à peu près à 20%, et il y a d'autres sports comme le volley qui ne sont qu'à 5%. Mais aujourd'hui, la réalité de la crise fait que il y a pas de match, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de marketing, il n'y a aucune image. Et en plus, vous l'avez dit, il y a des droits télé qui ne seront pas forcément versés. Après, le foot a une capacité de rebondir qui lui est un peu spécifique dans la mesure où ce sport peut se jouer tous les 3 jours. Ils peuvent réduire les calendriers et faire rentrer un peu au chausse-pied tout le calendrier dans un laps de temps peut-être plus réduit, ce qui est pas valable pour le rugby. Le rugby, on est dans l'incapacité de jouer en dessous de 5 jours. Donc le rugby va être confronté à un problème encore plus important à ce niveau-là. On en parlera peut-être tout à l'heure. Yannick, cette situation en Angleterre, finalement, on se dit, c'est vrai qu'il y a 2 diffuseurs, notamment les plus importants, qui payent c'est plusieurs milliards d'euros, si je dis pas de bêtises. C'est un peu normal qu'on essaie de reprendre la compétition le plus rapidement possible, ou est-ce qu'il faut, il faut pas faire n'importe quoi? C'est très symptomatique du football et de ce qui se passe en France, par exemple. C'est-à-dire qu'en France, la Fédération française de foot est la seule et était même la première à annoncer il n'y aura pas de saison blanche, on jouera à tout prix quoi qu'il arrive, en n'ayant absolument aucune lisibilité sur ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Donc annoncer une reprise courant mai, quand on gratte un peu, on se rend compte que derrière c'est uniquement pour des raisons financières, et quand aujourd'hui on fait passer l'argent avant la santé des gens, je trouve ça grave. Voilà. Alors il y a un autre exemple pour alimenter notre débat, et je reviens vers Patrick, c'est l'exemple de Canal+, qui refuse de payer la traite du 5 avril, autrement dit je crois que c'est 110 millions d'euros à la Ligue de football pour les droits de la Ligue 1. D'accord ou pas avec cette décision?
Ah bah, tout à fait d'accord. Et puis il y a également je crois que c'est 45 millions ou 50 millions de BIN qui doivent aussi tomber, qui sont aussi en attente. Mais tout à fait d'accord, quand vous achetez une maison et que le constructeur n'a pas fait le garage, vous ne payez pas l'intégralité de la maison. Donc eux, ils attendent. Mais pour les clubs, ça peut être juste des recettes décalées. Parce que si le championnat reprend, ils pourront les toucher. Donc il y a une incertitude à ce niveau-là, parce qu'ils doivent payer les salaires, et puis eux, c'est des liquidités qui ne rentrent pas pour les clubs. Mais du côté de Canal, oui, c'est logique. Par contre, j'ai l'impression que pour la Ligue 1, par exemple, l'impact ne sera pas le même selon qu'on est à Saint-Étienne, au Paris Saint-Germain, à Marseille ou dans certains clubs. Ils ne sont pas tous dépendants de la même façon. Contrairement à un sport comme le rugby, où ils touchent à peu près tous la même chose, c'est une part assez très très proche des droits par rapport à leur budget. J'ai cru comprendre que les droits télé du budget de Paris n'étaient pas du tout le même qu'un club comme Marseille ou comme Saint-Étienne. Donc les impacts vont être différents selon où on se trouve. Non, il y a les classements qui rentrent en ligne de compte, je crois. Hein, Ouais. c'est ça, Patrick, je crois. Hein. Les classements rentrent en ligne de compte sur les droits télé. Il y a aussi les audiences. Les audiences, si on a Marseille quasiment 8 fois sur 10 le dimanche soir, c'est uniquement en raison des audiences et rien d'autre. Par conséquent, les télés, moi j'aurais tendance à rejoindre un peu la position de Patrick, c'est-à-dire qu'effectivement, si la saison ne se termine pas, pourquoi Canal et Bein paieraient l'intégralité des droits télé? En sachant que Canal et Bein sont sur deux configurations différentes. Canal Plus a d'autres programmes que le sport. Mais encore une fois, on parle de business et eux, comme tout le monde, ils ont derrière des emplois à défendre et à préserver. Je voudrais préciser quand même que les droits télé, bon, c'est les télés qui commandent, mais les télés sont aussi sous un peu le didacte des annonceurs. C'est eux qui imposent leur desiderata. Et aujourd'hui, il y a ce couple. Je pense que le sport a intérêt de s'éloigner un peu du caractère un peu spéculatif de ce couple audience-annonceur, quoi. Parce que bon. Canal commence à crier parce que c'est les annonceurs qui s'en vont là tout de suite. Donc c'est les télés, mais c'est aussi les annonceurs qui s'en vont des chaînes qui font que les droits vont pas être versés ou vont être différés. Tu crois vraiment que le foot est capable de prendre du recul avec la télé, justement? Parce qu'aujourd'hui... Le foot, ça va être très très compliqué. Le rugby est un sport que je connais mieux. Je pense qu'il est encore temps pour les clubs de rugby professionnels de réduire un peu l'influence des télés. Et pour ça, il faut contrôler beaucoup plus leurs dépenses et évidemment les rémunérations. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que qui dit augmentation de droits télé, ça va à 98% dans la poche des joueurs. On fait monter, pas que les joueurs le réclament, c'est les présidents, ceux qui sont les responsables, les dirigeants, qui sont responsables de ça et qui font flamber un peu les salaires pour attirer les meilleurs joueurs grâce à cette manne télévisée. L'argent, il doit rémunérer la qualité de l'événement. Il ne faut pas que ce soit l'inverse. Il ne faut pas que ce soit un événement qui, par le biais d'artifice, tout ça, qui mette en valeur et qui amène de l'argent. Il faut vraiment que... et le rugby peut encore pas faire marche arrière, mais peut-être beaucoup plus contrôler ça et réduire cette influence dont on parle. Mais alors en même temps, Christophe, si on en croit certains confrères, Canal+ ferait pression justement sur la ligue de rugby pour que les matchs de top 14 aient lieu, même si c'est à huis clos. À huis clos et décalé au 18 juillet, c'est ce qui n'était pas envisageable. Là, en décalant le 18 juillet, c'est clairement Canal qui est, à mon avis, le premier invité à la table des discussions aujourd'hui, et qui impose que ces matchs aient lieu, les matchs de phase finale notamment. Alors, les matchs de la phase régulière, ça va paraître très compliqué au fur et à mesure qu'on avance et que le confinement est toujours là et que le déconfinement va être très compliqué à mettre en place. Plus que des matchs à huis clos, moi je vois un décalage sur le mois de juillet, et là, c'est le président de l'ASM de Cromière qui l'a mis en exergue. Je sais que j'ai eu Pierre Minoni qui m'en a parlé aussi, qui m'a dit que c'était un des dangers à éviter, c'était de bousculer le calendrier de la saison prochaine, parce que là, on va repousser au fond de l'armoire, mais ça va, quand on va ouvrir les portes, ça va tout leur retomber dessus, quoi. Et on y va tout droit en rugby, parce que Canal, en effet, va probablement imposer des phases finales, et que on va vers un décalage sur le mois de juillet. Donc il va mettre en danger la préparation de la saison suivante. Oui, pour en revenir, pas forcément ni au top 14 ni à la Ligue 1, mais au niveau de la Ligue 2, bon, un club comme Orléans et également comme Clermont, qui ont des budgets à peu près similaires autour de 9 millions, les droits télé, ça représente plus de 4 millions d'euros. C'est quasiment la moitié du budget.
Sachant que s'il est à 25% en moins, si Canal+ ne verse pas ses 25%, ça fera 1 million d'euros de trous dans les caisses pour l'instant. Donc là, il y a un vrai danger à ce niveau-là. Et on parle pas du danger de la saison prochaine pour le foot, avec l'inconnu qui va entourer Mediapro, sachant que les clubs sont aujourd'hui avec la promesse d'avoir des droits multipliés, et notamment en Ligue 2. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des engagements de prix avec ces droits télé supposés, et qui aujourd'hui, est-ce qu'ils vont tomber vraiment? C'est la question. En tout cas, il pourrait être un petit peu moins élevé, puisque si la saison reprend plus tard, Mediapro versera moins. S'il verse. Alors, messieurs, on parle de la télé, on pointe du doigt la télé dans ce débat, mais j'ai envie de dire, les organisateurs des compétitions, alors il y en a beaucoup, mais je pense notamment à ASO pour le Tour de France, parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps dans ce podcast. Les organisateurs des compétitions, eux aussi, ont tout intérêt à ce que les compétitions aient lieu. Pour eux aussi, c'est un enjeu majeur pour les ligues, pour les fédérations. Surtout ASO avec le Tour de France, qui est quand même l'événement qui va dicter l'avenir de ce sport entier, quoi, le cyclisme. Je crois qu'aujourd'hui, savoir que au plus haut niveau de l'État français, il faut sauver le soldat du Tour de France. Il faut que le Tour de France ait lieu, sinon c'est tout ce sport professionnel qui est en danger, ouais, c'est clair. Patrick, un avis là-dessus? Non, encore une fois, j'ai envie de dire, il y a la télé, il y a les diffuseurs, il y a aussi les organisateurs des compétitions, et puis il y a les sportifs, et j'ai envie de dire, c'est encore eux qui risquent d'en pâtir. Oui, après, moi, ce qui peut être bénéfique, justement, c'est comme disait Christophe, c'est que derrière, les clubs vont peut-être être obligés de faire beaucoup plus attention. Le rugby parle déjà de salary cap, mais ça pourrait être instauré dans le foot. Il faudra aussi réguler tout le marché des transferts, où le pognon des télés part en fumée avec les commissions pour les agents. Il y a tout ça à réguler, et il faut vraiment que l'argent des droits télé aille pas directement au niveau des joueurs, mais serve vraiment les clubs. Donc il y a plus de structure. Quand on voit tout l'argent qui est distribué et que les clubs sont obligés de vendre des joueurs pour équilibrer les comptes, c'est que il y a quand même des problèmes au niveau de la gestion. Au-delà de la gestion, il y a le problème de la répartition, notamment par rapport au monde amateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même les clubs pros qui se gavent, on peut dire ça comme ça. Et ça, c'est aussi quelque chose qui remonte très régulièrement des clubs amateurs qu'on connaît tous au quotidien. C'est pour ça que moi j'aurais tendance à dire que oui, la télé a une part de responsabilité, mais elle n'est pas seule. Je pense que les fédérations également, quelque part, il y a une position qui est hypocrite, parce qu'elles ont laissé les télés prendre le pouvoir, elles ont laissé les télés imposer leurs horaires, imposer les jours de diffusion, et derrière, aujourd'hui, ça vient pleurer parce que les télés ne veulent pas passer à la caisse. Quand on rentre dans un système, il faut en assumer les conséquences, et aujourd'hui, les fédérations, je trouve, ne l'assument pas vraiment, quoi. Messieurs, on va clore ici le débat. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à vous, prenez soin de vous.